C'est un ouvrage que vous retrouverez dans la librairie de la boutique officielle de TV Liberté sur le site tvliberté.com. Il est intitulé 2022 Zemmour. Il est publié aux éditions Riposte Laïque et rédigé par Pierre Cassan et Jacques Guillemin. Et pour évoquer cet ouvrage, eh bien, je reçois Pierre Cassan, fondateur de Riposte Laïque. Bonjour Pierre. Bonjour Martial. Fondé il y a 15 ans déjà, Et ça ne nous rajeunit pas, 2007. 2007. 15 années, vous avez fait progresser vos idées de riposte laïque ou vous pensez qu'elles ont régressé? Vos combats, vos causes. Si on écoute quelques sondages, on comprend quand même que de plus de Français considèrent, puisque on va dire le fonds de commerce, si j'ose dire, de riposte laïque, c'est la lutte contre l'islamisation de la France. Je crois que beaucoup de Français considèrent de plus en plus que l'islam, qui pour nous n'est pas différent de l'islamisme, n'est pas tellement compatible avec les valeurs de la France. Ça progresse. Je crois remarquer d'ailleurs qu'un candidat qui dit la même chose que nous et qui est le seul candidat à dire la même chose que nous et qui ne dit pas que l'islam est compatible avec la République, je crois remarquer que ce candidat a fait quelques progrès dans les sondages et donc on peut penser que ce combat est en phase avec l'opinion et depuis 2007, il s'est quand même passé pas mal de choses qui, hélas, nous donnent raison. Belle entrée en matière quand Éric Zemmour affirme dans son livre « La France n'a pas dit son dernier mot », vous affirmez, vous, de manière un peu plus péremptoire, qu'en 2022, Zemmour aura le dernier mot. Pour vous, Zemmour est, je cite, une opportunité exceptionnelle. Tout simplement parce que depuis 2017, Riposte Laïque a ouvert un débat sur Marine Le Pen est-elle la meilleure candidate pour le camp patriote pour 2022 ? Et nous, on aime les débats, y compris internes, mais il y a par exemple un contributeur comme Martin Moisan qui, dès le lendemain de la présidentielle, a fait une tribune assez retentissante, expliquant que si on voulait avoir une chance en 2022, ça ne pouvait pas être avec Marine. Bon, à l'intérieur de la rédaction, il y a des marinistes qui expliquent que c'est un parti structuré et tout, qui est la seule chance des patriotes, et qui donc dit le contraire. Donc nous, on a ouvert ce débat. Par ailleurs, justement, parce qu'Éric Zemmour dit des choses que personne ne dit, parce que nous sommes un peu désespérés par ce qu'on appelle le recentrage, la dédiabolisation, ce que je crois savoir Jean-Yves Le Gallou appelle la pasteurisation du discours d'Éric Zemmour. Bon, nous, le refus du grand remplacement, le refus de dire islamisme, bon, on va dire un discours complètement édulcoré, nous désespère, disons-le clairement. Et on espérait, alors certains espéraient un général, on ne sait pas lequel, mais certains espéraient... On n'a pas le général de Villiers. Par exemple, mais le général de Villiers, quand il a sorti son ouvrage, il a plutôt refroidi ceux qui comptaient un petit peu sur lui. Je crois savoir que Éric Zemmour a trouvé une formule assassine. Je crois qu'il disait on espérait Bonaparte, on a eu le Dalai Lama. Donc il avait un discours sur les quartiers, sur les banlieues, tout ça, qui était quand même des plus ambigus, voire des plus inquiétants. Donc une fois qu'on a dit tout ça, il n'y a pas de général, malgré tout le respect que j'ai pour le général Martinez qui se présente, on a compris que c'est pas le général Martinez qui serait à l'Élysée en 2022. Donc il restait Éric Zemmour, et c'est vrai que moi ça fait 1 an que j'appelle vraiment de mes voeux une candidature d'Éric Zemmour. Pourquoi vous croyez obligé dans votre introduction à rappeler que vous n'avez jamais rencontré Éric Zemmour en privé? Je n'ai jamais cherché à manger avec lui. Pourquoi rappeler ça? C'est parce qu'il y en a qui font déjà la cour je pense d'abord que beaucoup de personnes, effectivement, rencontrent Éric Zemmour. Je voulais simplement faire savoir, puisque la première partie, c'est un petit peu, moi, les quelques rapports que j'ai eus avec Éric Zemmour, ça me paraissait une introduction. Je ne suis pas un ami proche d'Éric Zemmour, je ne fais pas partie de son premier cercle, je ne fais pas partie de son équipe de campagne, et si on correspond, on a des passions communes, on aime le football, on aime parler de l'islam, mais ça m'a paru honnête vis-à-vis des lecteurs de dire quels étaient exactement mes rapports avec Éric Zemmour. Votre premier contact remonte pourtant à 2008. Par un courriel, simplement, puisque Éric avait écrit un livre « Petit frère »,
qui était un livre où on voyait un enfant juif et un enfant musulman qui avaient grandi ensemble, qui étaient considérés un petit peu comme des complices et tout, et le livre se termine par le musulman tue le juif. Et donc, Éric Zemmour avait fait ce livre qui était très bien écrit. J'avais fait une critique dans Riposte laïque et Éric, qui avait été pas mal démoli sur ce livre, m'avait fait savoir qu'il avait été touché et rassuré par le texte que j'avais écrit. Donc, j'ai voulu le faire savoir au lecteur. J'ai, Pierre Cassan, cherché à comprendre vos accents de Zemmourolâtre. Vous acceptez le terme ? J'accepte le terme avec... Ça me surprend, ça. Je pensais que vous alliez me dire, mais enfin non, pas du tout. J'accepte le terme avec quelques réserves, quelques limites, c'est-à-dire que je ne bois pas toutes les paroles d'Éric Zemmour et je ne partage pas l'ensemble de ses positions. Pour autant, je considère qu'à 95%, je suis d'accord avec ses propos. Je considère que c'est un porte-parole exceptionnel de la cause patriote, de l'identité française, de la culture, de la défense de la civilisation, et très franchement, quand je le vois sur les plateaux de télévision, je l'admire et bon, je vous vois venir Martial. Il y a un sujet où je tousse un petit peu. On en parlera. J'ai cherché à comprendre vos accents, donc, en faveur d'Éric Zemmour, avant de chercher les difficultés. Alors tout d'abord, vous appréciez son amour de la liberté. Absolument. Je trouve qu'il a... Il a le sens de la parole libre, la défense vraiment, il n'a aucun tabou. Je trouve qu'il a une grande liberté de pensée, une grande liberté de ton. Je trouve que c'est quelqu'un qui sait se remettre en cause, qui sait dire sur ce sujet-là j'ai des doutes, je ne sais pas, je suis prêt à évoluer, j'ai réfléchi, je voyais les choses comme ça il y a 10 ou 15 ans, aujourd'hui je les vois autrement. Et moi j'aime bien les gens qui, de manière totalement humaine, sont capables de dire là-dessus, j'ai pas la réponse, j'ai besoin d'approfondir, et je trouve qu'il le fait à partir du moment où il a quand même un socle solide sur 98% de son mode de pensée, de sa construction intellectuelle. J'apprécie que sur 2%, il soit capable de dire... là, je sais pas, par exemple, la lutte contre le cannabis ou des choses comme ça, faut-il légaliser le cannabis ou pas? Il explique normalement, il a toujours été contre, et il explique que c'est un sujet qu'il fait réfléchir vu l'impuissance de l'État, par exemple. Quand vous racontez une histoire incroyable d'une remise de prix avec votre collègue et ami, présidente de Résistance républicaine, Christine Tazin, avec lui... et avec Dieudonné, mais qui n'est pas prévu pour venir et qui, vulgairement, se pointe, vient récupérer son prix. Absolument. Alors, je pense que c'est une petite entourloupe de l'organisateur qui savait pertinemment que Dieudonné viendrait, mais j'ai effectivement apprécié l'attitude d'Éric Zemmour, c'est-à-dire, sachant que, soyons clairs, moi je me suis déjà engueulé en tête-à-tête avec Dieudonné quand il avait fait un débat avec Christine, donc j'ai pas d'ambiguïté avec Dieudonné. Pour autant, je considère qu'il a participé à un concours, il vient chercher son prix, je vois pas pourquoi il y aura une envolée de moineaux dans le genre... C'est quand l'humoriste arrive, il y a la moitié de la salle qui s'en va. Et on arrive à les comprendre, parce que je ne vais pas donner de nom, je vais être élégant, mais il y a des gens qui ont des responsabilités dans des partis, qui sont quand même importants auprès de personnalités politiques, et dont on sait que s'il se dit qu'ils ont côtoyé Dieudonné dans une initiative, c'est 48 heures de campagne dans la presse. Donc tout le monde s'en va, c'est vraiment une envolée de moineaux, il reste la moitié de la salle, et Zemmour, Éric, est très 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 serein, il serre la main à Dieudonné, il l'invite à s'asseoir à côté de lui, et par ailleurs il le chambre, parce que c'est lui, Éric, qui a gagné, que Dieudonné est deuxième, et que Christine est troisième, et il le chambre en disant, faudra t'entraîner l'année prochaine, faudra être meilleur. Donc pas de complexe, quoi. Dans les arguments que vous développez, j'en ai trouvé un qui est nouveau, que je n'avais pas entendu tout au moins jusqu'à maintenant, c'est, vous dites, il est la mauvaise conscience de la gauche. Je me suis dit, tiens, pour l'ancien cadre cégétiste que vous êtes, c'est quand même pour le moins paradoxal, non ? Exactement. C'est-à-dire que Éric a un discours très Troisième République, très défense du peuple, très défense du salariat, très défense de l'identité de la France. Et je rappelle quand même que la Troisième République se voulait patriote. La Troisième République se voulait quand même, c'est elle qui a fait notamment la colonisation, parenthèse. Et donc je trouve que les propos d'Éric sont ceux que devrait tenir une vraie gauche.
Et d'ailleurs, c'est assez amusant, puisque le jour où vous m'interrogez, vous avez par exemple un Montebourg qui casse du Zemmour matin, midi et soir, qui reprend une de ses propositions par rapport aux pays qui refuseraient d'accueillir les clandestins que la France leur renverrait. Montebourg reprend une proposition de Zemmour en disant dans ces cas-là, on coupe les finances et on ne donne plus de visa. Et là, c'est toute la gauche lui tombe dessus. Donc effectivement, il est la mauvaise conscience de la gauche parce qu'il parle de la préférence nationale. Et je rappelle, vous avez évoqué mon passé syndical, je rappelle que la CGT dans les années 1930 lors de ses congrès était pour la préférence nationale au niveau de l'embauche, était en période de chômage de masse pour le renvoi des travailleurs polonais et italiens à l'époque, et qu'ils estimaient que l'immigration en période de chômage de masse, ça faisait le jeu des patrons qui tiraient les conditions de travail vers le bas. Je veux dire, Zemmour ne fait que rappeler des positions anciennes de la CGT. Vous avez beaucoup milité, vous militez encore contre l'islamisation du pays, vous les faites, vous toussez en disant, bon voilà, sur la crise sanitaire, c'est pas la position qu'il a prise et pas celle que j'aurais prise, mais par contre, sur les positions sur l'islam, vous en parlez guère. Est-ce que vous considérez qu'elles sont équivalentes aux vôtres, elles sont plus intransigeantes, elles sont différentes? Est-ce qu'elles se rapprochent finalement de votre combat, celui de résistance républicaine? J'évoquais Christine Tazin à l'instant. Éric Zemmour est le seul homme politique qui refuse de faire la différence entre islam et islamisme. Donc il reprend les propos du poète kabyle Ferhat Mehini. L'islam, c'est l'islamisme au repos, l'islamisme, c'est l'islam en action. C'est le seul. Je n'aurais pas la cruauté de rappeler les propos de Marine Le Pen, mais également les propos de l'ensemble de la classe politique qui vous vendent le bon islam, mais le mauvais islamisme. Donc Éric Zemmour est le seul qui va sur ce terrain-là. Il est le seul qui commence à envisager des mesures contre la visibilité de l'islam. Je veux dire, si un site comme Riposte Laïque ne soutient pas Éric Zemmour, alors qu'il est le seul qui reprend le discours qu'on tient depuis 15 ans, vous le rappeliez, il y aurait une incohérence chez nous. Je me demande parfois si le grand mérite d'Éric Zemmour à vos yeux, c'est pas tout simplement qu'il parle cash. Ah, c'est admirable. C'est admirable, on crève, on crève au contraire, on crève de la langue de bois, on crève du politiquement correct, on crève de ces hommes politiques qui tournent 10 fois leur langue dans la bouche avant de parler, on crève de la dictature du politiquement correct, on crève de la terreur qu'exercent les associations dites antiracistes contre la parole libre, qu'on ait quelqu'un dans le pays, la France quand même, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai pour que vous puissiez le dire, on a enfin quelqu'un qui dit les choses sur l'insécurité, sur l'islam, sur le grand remplacement, sur la menace qui guette notre civilisation, notre pays, sur la terrible menace démographique. On a enfin quelqu'un qui dit les choses, qui utilise les mots avec conviction, avec beaucoup de talent. Je l'ai vu dans les meetings, en plus, très franchement, il dit exactement la même chose. Et il suscite une ferveur, justement, parce que les gens sentent que c'est pas un politicien comme les autres, mais qu'il tient un discours au fond de ses tripes, au fond de son cœur, un discours construit et qu'il appelle un chat, ce qui manque cruellement depuis 40 ans en France, à l'exception de Jean-Marie Le Pen et de Marine peut-être à ses débuts. Eh bien, parlons. Un chat, c'est un chat. Et l'amoureuse d'un chat, et des chats, c'est Marine Le Pen. Vous avez été très intéressé par Marine Le Pen, notamment sur la question de la laïcité. Vous ne vous retrouvez toujours pas dans son discours? Il n'a pas changé? Ah si. Moi, j'ai apprécié Marine Le Pen, par exemple, j'ai découvert en 2006 un discours de Marine sur la laïcité où elle évoquait le problème de l'islam avec la laïcité. Je l'ai écouté pendant 1 heure, je n'avais absolument rien à changer. J'ai connu une Marine dans les années 2011-2012 qui avait quand même un discours, on va dire, de temps en temps, elle était capable de s'opposer au voile islamique, même si sa vision républicaine de la société l'empêche, à mon avis, depuis le début, de comprendre que l'islam n'est pas une religion, d'abord, ou n'est pas qu'une religion, mais que c'est un projet politico-religieux, c'est pas la même chose, hégémonique, qui ne peut s'imposer que par la conquête, etc. Donc l'islam, c'est pas le catholicisme, c'est pas le judaïsme, et les mosquées, c'est pas des églises.
Je crois que ça, Marine ne l'a pas compris, mais malgré tout, elle était quand même capable de prendre des positions assez courageuses. Parce que vous êtes rapproché du Rassemblement national. Je faisais le parallèle avec quelqu'un qui a écrit dans Riposte laïque, qui est Fabien Engelmann, qui est le maire de RN d'Hayange, mais qui est un militant de gauche, devenu militant patriote, puis maire RN. Et il y avait un peu la même démarche vous concernant Christine Tazin. Je les ai vus ici, j'ai vu Christine Tazin venir défendre Marine Le Pen, becs et ongles. C'est vrai, elle la défendait plus que moi d'ailleurs, mais bon, ça c'est pas l'essentiel. Disons qu'en 2017, effectivement, Riposte laïque, bon, il y avait Nicolas Dupont-Aignan, il y avait Marine Le Pen. Au premier tour, on donnait la parole à tous ceux qui voulaient défendre les deux, mais on n'était pas neutre. Et bien évidemment, on souhaitait que Marine Le Pen fasse le meilleur score, voire même qu'elle gagne dans la foulée du Brexit et dans la foulée de la victoire de Trump. Fabien Engelmann, on le connaissait avant qu'il ne soit célèbre, c'est-à-dire que c'est au départ un militant de résistance républicaine, c'est un lecteur de Riposte laïque, nous le rencontrons dans nos banquets républicains, il vient de l'extrême gauche, il est militant syndical, et il nous explique que c'est notre discours qui lui ouvre les yeux sur la réalité de l'islam, sur le fait que la gauche abandonne les principes laïques, abandonne son combat de toujours, et qui le fait se rapprocher du Front National et qui le fait mener une campagne exceptionnelle à Hayange et à la surprise générale, gagner la mairie en 2014. Nous sommes amis avec Fabien, nous sommes présents lorsqu'il fait la campagne et effectivement, nous lui donnons la possibilité d'écrire ce livre pour les éditions Riposte laïque. Concernant Marine Le Pen, je trouve votre propos presque aimable. Dans l'ouvrage, Jacques Guillemin est beaucoup moins aimable. Je le cite. La politique de Marine Le Pen, je le cite précisément, et Marine Le Pen représente la plus grande illusion du camp patriote, un mirage éphémère. Jacques Guillemin, qui est colonel donc, de l'armée de l'air, et je lui adresse un clin d'œil amical, Jacques Guillemin est un amoureux déçu. C'est-à-dire qu'en 2017, dans les colonnes de Riposte laïque, il était le plus inconditionnel partisan de Marine Le Pen et il était impitoyable avec ceux qui, on va dire, ne parlaient pas toujours bien de Marine dans nos colonnes. Pour un pilote de ligne, c'est un virage à 360 degrés. Il a fait un looping peut-être, non. Mais disons que Jacques n'a jamais digéré le discours d'entre les deux tours. Le débat entre les deux tours, il s'est senti humilié par toute la défense qu'il avait eue de Marine Le Pen et d'autre part, de vu les évolutions, les purges internes du Front National, du Rassemblement National, le recentrage de Marine Le Pen l'ont rapidement convaincu que Marine n'était pas la femme qu'il fallait en 2022. Vous co-signez cet ouvrage. Il y a un instant, elle est à bout de souffle, mais vous savez quand même, vous avez fait beaucoup de politique, de syndicalisme, vous avez suivi la politique, elle vous a appris, elle nous a tous appris à être prudents. Sarkozy, soutenant Balladur, disait que Chirac était à bout de souffle. Chirac est rentré à l'Élysée. Est-ce qu'il n'y a pas cette simple prudence que les anciens peuvent donner aux plus jeunes Ne pas insulter l'avenir. Prenez ma place. Écoutez, à chaque jour suffit sa peine. Nous, aujourd'hui, on est à fond dans la campagne pour Éric Zemmour. C'est clair que dans ce contexte-là, surtout que Marine ne fait pas trop de cadeaux à Éric Zemmour, qui entre nous ne lui en fait pas non plus, mais dans ce contexte-là, c'est plutôt Éric que Marine. Et si on veut avoir une chance que Macron soit battu, c'est pas avec Marine que ça va être possible. C'est ce que les Français pensent. Regardez, quand on regarde les thèmes de campagne sur la question de la sécurité par exemple, on s'aperçoit que la crédibilité de Marine Le Pen est très forte, 39% d'avis favorables pour les Français, contre seulement 27% pour Zemmour, derrière Xavier Bertrand. Oui, mais Zemmour n'a pas encore annoncé sa candidature. Et je pense réellement, quand il va annoncer sa candidature et quand les gens vont l'entendre, je ne crois pas que ça sera d'abord que sur la sécurité que ça se jouera, mais que très rapidement, je suis convaincu que les sondages vont décoller encore davantage et qu'il va y avoir, il y a eu un croisement, je pense que Marine va continuer à descendre et Éric continue à monter. Je m'en prends toujours à Jacques Guillemin, il n'est pas là, c'est donc beaucoup plus facile. Mais néanmoins, vous co-signez l'ouvrage, donc absolument, vous avez ce qu'il a écrit. Et je me dis encore, effectivement, je vous connais bien, je vous suis depuis de nombreuses années, on vous a reçu à TV Liberté, et je me demande comment on dit que quelqu'un, c'est l'homme providentiel.
Ces termes-là, vous y croyez encore? Enfin, je veux dire, pardonnez-moi de vous dire, nous sommes plus tous les jeunes, très jeunes l'un et l'autre, et pourtant cette notion d'homme providentiel, on y croit encore. Enfin, vous y croyez encore? Je trouve que c'est très la France, c'est très, en 58, l'homme providentiel, c'est De Gaulle. Les institutions de la Ve République montrent quelque part qu'on a besoin, on a besoin presque d'un roi. Mais on a besoin de les lire. Mais que la France sera jamais... Macron fait très bien le job, ça. Oui, mais on n'a pas envie qu'il continue, parce qu'on a vu déjà les dégâts. Moi, je vois simplement, en 5 ans, c'est 2 millions de musulmans en plus en France. Ça fait quand même beaucoup. 2 millions d'immigrés nouveaux, majoritairement musulmans. Je vois le pacte de Marrakech, je vois la politique immigrationniste qui va mener. Donc, c'est clair qu'il faut une autre solution. L'autre solution, l'élection reine en France, c'est l'élection présidentielle. C'est la seule qui fait entre 80 et 90% de votants, alors que dans toutes les autres élections, on est plutôt à 50-60%. Il ne peut y avoir, surtout dans les institutions de la Ve République, que la rencontre d'un homme avec un peuple. Ça ne peut pas être autrement dans la France. Je sais que des gens comme Mélenchon et comme beaucoup de personnes de gauche ne veulent plus qu'il y ait un président de la République, qu'ils veulent une constituante, qu'ils veulent être le dernier président de la République s'ils étaient élus. Moi, je pense qu'il faut, en France, un homme fort qui incarne le pouvoir, qui incarne l'autorité et qui incarne, quelque part, qui a des comptes à rendre au peuple quand ça va bien ou quand ça va mal. On va se fâcher définitivement parce que je vais vous poser une question difficile, mais voilà. Quel est le rôle de Riposte laïque? Est-ce que c'est un acte gratuit que d'écrire 2022 Zemmour, et pas 2002? C'est un acte gratuit. Non, je n'y arrive pas. C'est pas un acte gratuit, c'est la continuité Riposte laïque. On a d'abord Jacques Guillemin, que vous avez cité en son absence. Jacques Guillemin, donc, a écrit il y a quelques mois un livre, Macron, le pire fossoyeur de la France. Nous avons eu Laurent Droit, donc, qui est un autre contributeur, qui nous a proposé un livre, Un Zemmour sinon rien. Et c'était intéressant, mais il ne parlait pas assez de Zemmour et il continuait à massacrer Macron. Donc il l'a édité en éditeur libre, en auteur libre. Et nous, on s'est dit, après le livre de Jacques, il faut qu'on fasse quelque chose. Riposte laïque ne peut pas être neutre sur une élection présidentielle dont je vous explique qu'elle est quand même le cœur de toutes les autres élections et que c'est elle qui donne l'impulsion au pays pour 5 ans. On ne peut pas être neutre, on a constaté la catastrophe de Macron, que ce soit sur les gilets jaunes, que ce soit sur le sanitaire, que ce soit sur l'immigration, que ce soit sur on va dire, le mépris qu'il affiche pour les Français et pour le pays qu'il préside. Quand même, on n'a jamais vu ça. À partir de là, il faut dégager Macron par tous les moyens. Il est cohérent qu'un site comme Riposte laïque explique que pour nous, le meilleur moyen, c'est Zemmour et qu'on se donne les moyens d'expliquer pourquoi. C'est une cohérence. Et votre rôle dans tout cela? Votre rôle personnel? Alors, mon rôle personnel, c'est que je ne suis plus le président, le directeur de Riposte laïque. J'ai malgré tout un rôle dans la rédaction que je ne nie pas, y compris quand les gendarmes me le demandent, ce qui arrive également de temps en temps. Je fais une vidéo tous les jours pour commenter l'actualité. Et donc, je pense impulser un petit peu ce que je suis et ce qu'est le fondateur de Riposte laïque. Il y a toujours ma patte là-dedans, mais Riposte laïque, c'est 25 rédacteurs et c'est un directeur de publication qui valide ce que nous faisons tous les jours. Pierre Cassand, merci beaucoup. 2022, Zemmour aura le dernier mot. C'est aux éditions Riposte laïque et c'est bien évidemment en vente sur le site tvliberté.com, rubrique boutique officielle. Merci à vous, Pierre. Merci, Martial.